Good morning. My name is Smiley. This is Malcolm X. And this is Martin King. Now they're dead. But we still have to fight against apartheid. Le film de Spike Lee, en fait, il a quelque chose d'européen, parce que New York et Brooklyn, c'est très, très européen. Et là, on trouve quelque chose, vous voyez, dans ce film-là, qui est très théâtral. C'est-à-dire qu'on a un périmètre très petit, en fait. On a l'impression qu'il va livrer les pizzas, et c'est comme un espèce de décor. Il y a une espèce de théâtralité comme ça qui nous pose dans cette vie un peu... On dirait presque un huis clos. Oui, oui, bah en fait, ça, on pourrait dire que ça pourrait quasiment une pièce de théâtre, en fait. Ça pourrait se jouer sur... Et ça, c'est assez particulier dans ce cinéma américain qui est en transition entre un cinéma... je dirais, là, on parlera aussi des références cinématographiques chez Spike Lee, parce que c'est assez important, pas que dans le cinéma, c'est assez important dans l'histoire américaine. Et l'une d'entre elles que je voulais citer, c'est que si vous êtes attentif à la musique, bon, il y a des musiques, il y a Firepower, Public Enemy, quoi. Public Enemy, mais en fait, il faut être attentif à une autre musique qui est assez importante, c'est que tout le film est accompagné par des musiques dites pastorales, qui sont les films de western, les musiques de western, en fait. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, tous les personnages un peu âgés dans le film jouent les figures vraiment de l'Amérique, de l'histoire noire américaine, qui va être finalement l'arrière-plan des westerns. C'est-à-dire, que font les Noirs aux États-Unis avant. Juste pour te couper un peu, parce que vraiment, pendant tout le film, on sent que les anciens, ils ont vécu des choses, mais qu'ils ne veulent pas le dire. Il y a vraiment ce truc-là, et que c'est les jeunes qui se remettent à se révolter. Enfin, en tout cas, il y a ce sentiment-là qui est très fort. Ce qu'il réussit à faire, et ce qui est un des tours de force du film, c'est qu'il arrive à faire un film qui va parler d'un événement, mais qui parle de toute une histoire noire. Ce qui ne fera pas exactement la copie de ce film en France qui s'appelle La Haine, puisqu'en fait, Kassovitz, quand il commence sa carrière, il copie les films de Spike Lee. Il y a, tu vois, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Il va faire Métis, qui est un film assez médiocre par rapport au film. Puis il va faire La Haine. Il va pas faire l'équivalent de Mo Better Blues. C'est une trilogie en fait de Spike Lee. Ces trois films vont ensemble. Mais c'est vrai qu'avec dans ce film-là, il arrive à raconter en fait une histoire longue de l'Amérique, notamment à travers la musique, et puis à travers aussi quelque chose qui est très important et qui est très bien fait dans le film, que en réalité les conflits entre minorités et même majorités dans les quartiers sont incarnés par trois catégories qui sont liées à la représentation, qui sont le sport, la musique et le cinéma. Et en fait, tout le film passe son temps à faire des références. Peut-être vous ne le savez pas, mais le numéro 42 de Robinson, c'est les Dodgers. Donc là, c'est le sport roi aux États-Unis que le baseball. C'est le baseball. Et il faut dire aussi pourquoi les Dodgers, c'est parce que en fait, le premier joueur de baseball noir, il vient du club des Dodgers. Qui et c'est Robinson, c'est le 42, c'est le chiffre voilà, qui a été sorti. C'est le chiffre 42, et en fait, c'était un joueur justement des Dodgers, c'était le club historique de Brooklyn. Voilà. Et donc là, tu vois, tu as cette référence-là. On parle de Jordan dans les baskets. Et quel est le concurrent de Jordan? Tu vas trouver avec Larry Bird, qui joue les Celtics, qui est donc l'Irlandais star du basket blanc, qu'on retrouve sur le dos d'un jeune homme blanc. Et tout le long, ces espèces de signes sont aussi des signes que dans ces domaines-là, que sont notamment entre l'Italien et les Noirs, la question de la boxe avec les murs. Mike Tyson aussi. Ouais, Mike Tyson, on va parler, mais les boxeurs stars à cette époque-là ne sont pas tous noirs, ils sont aussi beaucoup italiens. C'est un sport très important pour les Italiens. Et justement, au niveau des tensions communautaires, parce qu'on dirait que le film porte sur ça, et justement, tu parlais de la police tout à l'heure, mais au final, la police, elle arrive assez rarement dans le film. En fait, elle arrive même presque à la fin du film, on les voit un peu au début, mais elle arrive à la fin du film, ou dans le sens où on est dans un espèce de huis clos, où on a des tensions communautaires avec des gens qui se retrouvent entre différentes communautés, et en même temps, ils font partie de la même communauté parce que c'est le même quartier, et le pouvoir blanc, entre guillemets, le grand pouvoir blanc, lui, il est très en retrait, il arrive à la fin. Comment est-ce que vous comprenez cette approche-là, justement, sur les tensions communautaires? En fait, la police arrive à deux moments, c'est au tout début du film et à la fin du film, donc c'est déjà à cadre le film. Donc ça, c'est vraiment le truc de cadrer la vie de quartier, quoi. C'est même genre, il y a une punchline à la fin de Mookie, en fait, c'est Spike Lee, pour ceux qui connaissent pas exactement la tête du réalisateur, donc il joue dans son propre film. Il dit, voilà, la police dit rentrez chez vous, mais il dit, bah, on est chez nous, en fait, tu vois. Donc il y a ce truc-là. Et surtout sur la question de la police, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se montrer en fait pour régir la vie de quartier. Genre ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple, ils arrivent, les pompiers, tout de suite, ils balancent de l'eau.
En fait, ils peuvent contrôler qui a accès à l'eau ou pas dès le début et comment on l'utilise contre ou pas les habitants. Genre vraiment, c'est cadré et ils n'ont pas besoin. Et même quand ils passent devant les anciens là qui tiennent le mur, les anciens, ils sont en mode, on les connaît. Donc en fait, c'est déjà, ils n'ont pas besoin de se présenter. Et après, pour répondre à la question de la communauté, en fait, la communauté, c'est un peu le personnage principal du film. Ouais, désolé. Ouais, en fait, la communauté, c'est le personnage principal du film. Genre, on la voit évoluer, etc. Et il y a la question, en fait, à la fin de est-ce que les Italiens, c'est encore des gens de chez nous ou est-ce qu'ils sont devenus des Blancs, quoi. Et enfin, c'est un peu caricaturé. Genre, les Coréens, même eux, ils se disent noirs. Sous-entendu, on appartient au quartier. Et voilà, ça. Je dirais qu'en fait, il y a deux niveaux de présence blanche, en vérité, plus qu'un. Parce qu'en fait, dans la question de la violence policière, il y a toujours, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a toujours la mise en échec en fait, d'un système de la suprématie blanche, puisque la police est la partie visible. La deuxième chose, vous avez entendu la référence à Trump et à la tour de Trump. La deuxième chose, c'est l'immobilier. En fait, ce film, c'est le film sur la fin de quelque chose. C'est le début en fait, du moment où ces gens historiques à Brooklyn vont être dégagés en fait, à la faveur des Blancs. Et donc, c'est l'espèce de spectre dont parle Spike Lee, parce qu'il faut se rappeler c'est l'époque Reagan. Là, on est dans les années 80, 88, 89. Et là, c'est un moment donné où, quelque part, l'enjeu de ces endroits qui étaient donc des communes qui ont rejoint Manhattan, qui étaient donc un peu séparées de New York, un petit peu comme les premières ceintures de Paris finissent par faire partie de Paris. Brooklyn, qui a rejoint avec Queens, New York, va commencer à vivre une spéculation immobilière assez forte, qui est finalement le personnage invisible du film, que vont subir spéculation et les Noirs et les Italiens, en fait, qui sont quelque part, au départ, effectivement, une minorité dans les Blancs, et qui vont eux-mêmes subir le fait qu'ils vont se faire dégager de ce quartier par un processus de gentrification qui va aboutir dans les années 2000. Ahmed, tu voulais parler aussi de Brooklyn et comment il représente le quartier, l'urbanisation et tout. Ouais, en fait, il y a pas mal de trucs. C'est genre, déjà sur la mise en scène, déjà, il faut revenir un peu, on va sortir un peu du côté politique. Reviens, oui. On revient sur le côté un peu cinéma et tout. C'est que Spike Lee, genre, il a tourné le film pendant une canicule, donc c'est pas non plus, même s'il avait déjà l'idée. Et genre, ils ont mis des lampes chauffantes au-dessus des caméras pour déformer les objectifs. Ils mettent un filtre rouge. Genre, tous les personnages, si vous regardez, ils sont quasiment habillés en couleur chaude. En fait, le but, c'est de faire monter la tension. Et ce truc-là, sur la question en fait, de Brooklyn, et il se pose la question, pourquoi c'est l'héritage, c'est les Coréens qui ont accès à des commerces. En fait, c'est qu'il y a un truc, peut-être vous ne savez pas forcément, mais c'est qu'aux États-Unis, les assurances et les banques ont mis en place une politique de discrimination raciale au prêt qui s'appelait les Red Lines. Et en fait, en fonction du quartier où tu habitais, notamment les quartiers noirs massivement, surtout les noirs, tu n'avais pas accès à des prêts. Et du coup, forcément, ça bloquait, qui faisait que même dans les quartiers noirs, en fait, ceux qui ouvraient des commerces, en fait, c'était des gens qui venaient d'autres quartiers, et notamment, c'était pas des noirs, quoi. Et donc ça, c'est le truc qui est flagrant, et ça participe justement à cette logique de gentrification et comment on expulse les gens d'un territoire et on les maintient dans la pauvreté. Au bout d'un moment, t'as les trois vieux, ils en parlent vite fait. Soit on est nul, soit on se fait douiller. Enfin, il y a un truc comme ça. Et plus généralement sur l'œuvre de Spike Lee et ce que ça représente, je crois que c'est un de ses premiers gros films, entre guillemets. En fait, il le produit lui-même. Hein. C'est assez important en termes de production, parce que c'est un film qu'il écrit, qu'il réalise, il joue dedans, mais il le produit lui-même. En fait, c'est les 3 premiers films qu'il fait. C'est des films qu'il va produire lui-même, et des économies qui sont très raisonnables pour du cinéma. Ce qui explique aussi l'économie générale, c'est-à-dire qu'il ne prend pas un espace trop vaste, il se cadre sur un endroit, c'est assez théâtralisé. Après, Spike Lee va s'amuser dans l'esthétique du film, pour venir à du cinéma, à jouer sur des choses qui vont être un peu des signatures, notamment en fait cette dimension graphique. Tous ces premiers films répondent vraiment à une question qui est très intéressante, je trouve, qui est la question du cinéma américain et comment le cinéma américain fabrique des figures plus grandes que nature. L'une des références de Drive-In, en réalité, c'est le western. En fait, c'est comme un western noir, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un saloon, c'est comme la pizzeria devient le nouvel endroit. Et quelque part, il va essayer de reproduire et ça, c'est très, très important parce que pour moi, il va se poser la question d'une esthétique noire de cinéma. C'est-à-dire pas un sujet noir, mais une esthétique noire, à travers, effectivement, la création de formes de personnages. Ça a à voir avec la bande dessinée aussi. Ça a à voir avec tout un ensemble de choses importantes. Et ce qui me semble assez intéressant dans ce que tu as dit avant, c'est que l'infrastructure n'est pas accessible aux Noirs.
Donc la chose qu'ils vont rechercher, et ça nous parle d'aujourd'hui, c'est la représentation. C'est-à-dire que finalement, au fond, tu ne tiens pas la société dans ses profondeurs, c'est-à-dire à qui appartient le système, qui est capable de faire des choses. Donc tu te réfugies, comme aujourd'hui, pas qu'aux États-Unis, mais en France aussi, dans cette deuxième chose-là, l'obsession d'être représenté. C'est la question qui va être nodale dans le film, ça va dire, sur le mur, qui est-ce qu'on voit ? Et qui est-ce qu'on voit ? Évidemment, si tu regardes les images, il joue sur, encore une fois, cinéma, musique, sport. Et ce qui est-ce qu'on voit devient une espèce de supplétif à ton impuissance en fait factuelle. Politiquement, tu peux plus agir, mais tu vas te réfugier dans une obsession en fait d'être représenté. Et le film est quand même la traduction, c'est du cinéma, de la recherche d'une représentation juste. We love roll call, y'all. Boogie Down Productions, Rob Bass, Dana Dane, Marley Marl, Olatunji, Chuck D, Ray Charles, EPMD, EU, Alberta Hunter, Run DMC, Stetsasonic, Sugar Bear, John Coltrane, Big Daddy Kane, Salt and Pepper, Luther Vandross, McCoy Tyner, Biz Marquis, New Edition, Otis Redding, Anita Baker, Thelonious Monk, Marcus Miller, Branford Marsalis, James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M. Toomey, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Kool Mo D, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adderley, Quincy Jones, Marvin Gaye, Charles Mingus, and Mary Lou Williams. We want to thank you all for making our lives just a little brighter here on We Love Radio. Et sur la recherche d'une représentation, on voit aussi les figures de Malcolm X et de Martin Luther King qui surplombent le film avec le personnage qui vont à chaque fois ces étiquettes. Mais ça aussi, c'est pour dire on est à un moment donné où on a perdu nos leaders aussi d'une certaine façon. Il parle du Black Panther Party, mais on est toujours dans cette idée-là, j'ai l'impression, de recherche d'une communauté qui se sent presque en demande, quoi. Où il y a la tension qui monte, mais en même temps, ils sont en demande d'un débouché politique, d'un débouché social, à tout niveau. Les Noirs sont orphelins d'une cause politique, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment, même dès le début, le personnage qui bégaye, etc., il est en dessous d'une église qui est écrite The Church of Capitalists. Donc, c'est vraiment... donc, il y a une sorte de contradiction interne. Et genre, ils sont juste en mode... Ils veulent lutter. Les anciens, ils savent très bien à quoi ça mène. Et genre, en fait, ils se retournent contre celui qui est juste au-dessus d'eux, mais qui n'a pas beaucoup plus de pouvoir qu'eux, quoi. Enfin, les Rital, ils ne sont pas non plus dans une situation de pouvoir économique. Et au final, c'est la police qui contrôle, qui vient, qui peut tuer des gens, qui peut repartir, il n'y a pas de problème. Enfin, ça, c'est vraiment le truc. Oui, moi, je pense qu'il y a tout un jeu, en fait, de strates politiques, en réalité. Parce qu'on va dire que, d'abord, juste pour le détail, Malcolm X et Martin Luther King ne sont pas du tout des gens proches. Et donc, cette photographie-là, qui est une photographie très connue, les montre ensemble souriants, mais c'est absolument pas du tout la même tendance politique. Donc c'est pas des alliés politiques, c'est quand même des gens sur l'échiquier qui sont à différents endroits, qui ont différentes religions, différentes pratiques, différentes approches. C'est deux messages entre lesquels se tient Spike Lee. Et sa carrière entière, elle est comme ça. Elle est aussi très... Vous voyez comme elle filme, parce que le rôle qu'il se donne lui-même est un rôle complètement indécidable en termes politiques. Lui, il est ni bon ni mauvais, il est à la fois arriviste, il se met à un espèce d'endroit que moi, je pense aussi est une espèce de critique de une forme d'exceptionnalité noire. Et donc, il y a aussi une critique de Harlem à travers Brooklyn, de dire, là, on ne va pas vous montrer la recherche permanente chez les Noirs d'une forme d'exceptionnalité. La question, on va montrer la médiocrité aussi chez les Noirs. Lui, il est le personnage noir médiocre, mais c'est comme une revendication. Il dit, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être des personnes un peu merdiques, alors que l'idéal, en fait, africain-américain, à l'époque, c'est vraiment la question de Black Excellence. Et donc, il se moque un peu de la Black Excellence. Et après, il y a un autre truc aussi sur Mookie, du coup, le personnage principal, c'est qu'il a écrit pour que les Blancs s'incarnent en lui, en fait, qu'ils se ressentent en lui, etc. Genre, il vient repousser les Noirs en dehors de la pizzeria, etc. En fait, c'est le bon noir, quoi.
c'est le bon noir dans l'ordre racial. À la fois, il est entre les lignes aussi, il a un rapport avec tout le monde, donc et à un moment donné, il devient aussi cette espèce américaine. Après, les strates politiques, là où elles sont plus complexes, c'est que même si tu places Luther King et X à un moment donné, en réalité, les anciens dans le film représentent une autre période encore, qui est la période du lynchage, qui est encore, comme je disais, la musique pastorale nous renvoie à toute une idée de l'Amérique profonde noire et du sud de l'Alabama. Ils le disent à un moment donné. Et donc, ça, c'est important parce qu'en fait, on est très loin après cette histoire-là. La question des luttes pour les droits civiques, effectivement, on est un peu après ça. C'est la désillusion. Ça va être des moments de violence policière et urbaine qui vont être de plus en plus répétés. Et évidemment, pour la femme qui joue ce rôle-là avec le personnage du maire, les anciens, c'est l'image du lynchage, renvoie les images de l'Amérique profonde. Et moi, je trouve ce qui réussit le plus dans un film qui est très pop jusqu'à un niveau donné, on voit bien qu'on est saisi quand le film vrille, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à ça. Et il arrive à raconter une histoire longue de l'Amérique sans quelque part, en fait... donner l'impression qu'il le fait. En fait, il raconte une espèce de grande histoire américaine dans un espace qui est petit et dans un temps qui est réduit et qui bascule très vite. Mais ces personnages-là incarnent quelque chose. Et comme je disais, on en parlait tout à l'heure avec des amis, je disais aussi, les trois hommes qui sont là ensemble, ça incarne aussi vraiment une question d'afrodescendance, qui est la question de la parenté à la plaisanterie. C'est-à-dire les gens qui s'assoient dans un coin et qui passent leur journée à se dire du mal les uns des autres, qui est vraiment là pour le coup une figure africaine du film. C'est la figure africaine des États-Unis, c'est-à-dire les gars qui, entre guillemets, tiennent le mur. Et ça, moi, je trouvais que dans un film comme La haine, qui est un film un peu copié sur ce film-là, il y a un échec à faire ça, parce que le film n'est pas fait par un noir. Et donc, il n'y a pas cette capacité à raconter une histoire longue et profonde africaine aux États-Unis. Et ça, il y arrive, Spike Lee, surtout dans ce film-là, en fait, je trouve. Et moi, je connaissais un autre film de Spike Lee qui s'appelle Get on the Bus, et je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais dans la construction des personnages. On a parlé du côté théâtral, huis clos. Get on the Bus, c'est un petit peu ça aussi, où on suit une bande d'hommes afro-américains qui se rendent à une marche de Louis Farrakhan, je crois. Ouais, c'était la suite du mouvement Nation of Islam à l'époque, donc un mouvement noir très revendicatif, etc. Et pareil, on suit vraiment plusieurs personnages qui ont plusieurs caractéristiques. On a des vieux, on a des jeunes, on a des LGBT, on a vraiment tout, on a des pères, des fils, etc. Et vraiment, je trouve qu'il y a une richesse dans les dialogues et dans la construction des personnages qui sont très précis. Et à l'époque, j'ai lu ça dans la presse, Spike Lee disait ce film, il s'adresse surtout aux Noirs, entre guillemets. Il s'adresse à la communauté afro-américaine, et ça, on a pu lui reprocher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, on a voulu censurer son film en le classant X, justement pour la fameuse scène. Et du coup, ça, c'est vraiment une façon aussi de décriviser le film. Et aussi, le distributeur, je crois que c'était Universal à l'époque, j'ai peur de dire une bêtise, ils l'ont sorti en plein été en disant ça, on va beaucoup associer l'idée du noir qui devient sauvage avec la chaleur, quoi. Alors qu'en fait, la chaleur, c'est juste une représentation cinématographique de la montée des tensions et des conflits, quoi. Donc il y a eu cette volonté à la fois des distributeurs et à la fois aussi des autorités qui gèrent le cinéma aux États-Unis de réduire la portée politique du film en le censurant ou voire en déviant le message qu'il porte. Moi, je pense que, juste pour revenir sur The Right Thing, je pense que l'ambition cinématographique, quand ce film est sorti, on ne s'attendait pas trop. Finalement, on a accueilli de manière beaucoup plus naturelle un film comme Boys in the Woods, qui était vraiment la question Los Angeles avec les guerres des gangs, que finalement, ce film new-yorkais, qui est une espèce de pendant, on pourrait dire, de Woody Allen, c'est un peu plus inattendu parce que là, on découvre un autre aspect qu'on ne connaît pas en France à cette époque-là, c'est les Noirs de New York, c'est-à-dire aussi toute une scène intellectuelle qui va beaucoup être plus incarnée par Harlem que par Brooklyn. Et quelque part, il y a quelque chose qui nous trouble ou dans lequel on n'est pas directement familier, même si tu dis violence policière. Donc, en fait, on va beaucoup plus être attaché à une autre représentation que celle-ci. Elle nous paraît un peu un télo parce que c'est énormément de citations cinématographiques, beaucoup de travail sur la couleur, sur le cadre. Ça nous paraît presque un peu trop blanc, en fait, comme manière de... presque très cinéphile. Et Spike Lee, il est extrêmement cinéphile, il fait plein de références. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus tard que je l'ai apprécié, ce film-là, parce que c'est que les Blancs qui kiffaient, en fait, The Right Thing à une époque. Ça représentait, à travers, je pense, les personnages italiens, aussi un truc dans lequel ils trouvaient leur compte. Et nous, l'espèce de... Tu vois, tous les personnages noirs, ils sont tous un peu bancal, et je pense qu'on attendait aux États-Unis comme en France, parce que le film a été accueilli des fois un peu bizarrement,
quelque chose de plus franchement pro-noir. Et je pense que le film, il laisse une ambiguïté que moi j'apprécie aujourd'hui. J'allais dire pourquoi tu l'apprécies aujourd'hui. Parce que pour ça justement, c'est exact. C'est un film anti-héroïque. Et ce film anti-héroïque, il est très puissant politiquement. Parce qu'on sort de figures héroïques noires. C'est l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Malcolm X, l'assassinat plus. Et c'est les questions des héros. Et là, en fait, Spike Lee, il démarre une histoire non héroïque des Noirs, ce qui est extrêmement ambitieux, en fait. À un moment donné où tout l'idéal politique noir a été laminé par des assassinats, lui, il dit peut-être qu'il faut qu'on arrête avec les héros. En fait, il joue un peu cette ironie-là. Quand le mec vient punaiser dans la pizzeria, à un moment donné, en flamme, cette photo-là retouchée, je pense qu'il y a aussi une forme d'ironie, parce que c'est aussi le cimetière des idoles. Et lui, toute sa carrière, elle est basée sur cette ambiguïté, de se dire, est-ce que nos héros ne sont pas en fait des héros blancs, mais qui sont noirs? C'est-à-dire un héroïsme blanc plaqué sur des vies noires, et qu'on doit chercher notre héroïsme ailleurs. Dans tous ces films, les vraies figures héroïques sont souvent des femmes, en fait. C'est aussi ça aussi qui est assez intéressant. Les vraies figures où tu dis, tiens, tu vois, la sœur de Mookie est à peu près la seule personne qui tient à peu près la route dans tout ce film-là. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va être aussi une affirmation un peu inattendue. Non, mais du coup, pour répondre à cette question-là, c'est vrai qu'en tout cas, c'est filmé genre en mode, c'est la communauté. Enfin, c'est vraiment le truc qui est très très central dans le film. Et même genre le film se termine pas juste sur la révolte avec Mookie qui balance la poubelle sur la vitrine. C'est juste en mode, ok, bah demain, je dois retourner au taf, je dois récupérer mes sous, je dois nourrir ma famille. Enfin, il y a un truc presque cynique, un peu en mode anti-héroïque, ce que tu disais, ouais. Bah, qui ramasse les billets à la fin, parce que le mec Oui, lui voilà. balance les billets. Tu as compris que quand on casse la radio ou quand il envoie les billets, il y a encore la référence au baseball qui vient. Dans les deux cas, c'est la batte de baseball et il se te jette les billets, mais façon lancée. Et qu'à la fin, ils discutent, mais à la fin, il les prend, les billets. Qui est vraiment, tu vois, un geste qui est quand même un truc anti-héroïque par excellence. Il dit non, vas-y, prends-les, c'est ta, moi, tu me dois que ça. Puis à la fin, il part et il les ramasse, les billets. Oui. Ce qui est quand même un peu pourri, quoi. Ouais, Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Je me rappelle, j'avais pas beaucoup d'empathie pour le personnage, et ça me semblait bizarre qu'un noir fasse un truc avec un personnage où il est quand même un peu antipathique, le Mookie. Il est un peu, tu vois. Mais après, en grandissant, on comprend. Oui, après tu comprends. Mais à cette époque-là, moi, j'avais vu ça à 18 ans, ça m'avait un peu énervé. Et je vais poser la question politico-politique qu'on se pose à chaque fois qu'il y a des films sur les violences policières, sur les révoltes, etc. Ce qu'on avait eu même en France avec Les Misérables, rappelez-vous. C'est quoi la morale de l'histoire? Est-ce que c'est un film anti-flic? Est-ce que c'est un film pro-violence, pro-révolte? Ou au contraire, parce qu'il y a aussi cette idée-là dans le film, c'est un film qui dit non, mais c'est pas la bonne solution, il faut plutôt refaire communauté, réfléchir, etc. Moi, je peux donner deux réponses. La réponse de l'auteur, Spike Lee, et la mienne. Spike Lee, il a dit clairement que s'il terminait par la citation de Martin Luther King, de Malcolm X. Ah, genre l'ordre s'est fait exprès. Ouais, l'ordre s'est fait exprès, c'est pas pour rien. Donc voilà, vous avez votre avis, enfin son avis. Et pour moi, c'est juste un film qui juste décrit c'est quoi une émeute et comment ça peut partir, avec un côté un peu fantasque, des personnages en couleur, etc. Après, la question, c'est que in fine, il n'y a pas de perspective politique derrière. C'est quand même le lendemain, il retourne au taf. Voilà. C'est en mode, finalement, à quoi bon? Il y a quand même ce truc-là il n'y a pas de transformation de la société ni rien. C'est mort. Il y a quand même une révolte. Il y a une révolte, mais Ah oui, tu veux dire que ça débouche sur rien? le quotidien en fait continue derrière, tu vois, genre Radio genre ils ont rien gagné, un peu ça. Ah ouais, ils gagneraient en fait, genre juste Radio Raïm il est mort, le Rital il a perdu sa boutique et voilà quoi. Enfin, genre juste la communauté elle est affaiblie. Bon, peut-être ils ont intégré les Coréens à leur communauté maintenant, mais c'est à peu près tout quoi. Ils sont pas sortis renforcés de ça, ou peut-être ils sont sortis renforcés. Peut-être dans un autre film. Il faudrait voir la suite. Voilà. Moi, je pense que tu peux le regarder un peu dans une perspective différente, parce que ce que produit le film ne le produit pas en fait que dans l'histoire du film, il le produit aussi dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il produit une possibilité de se représenter soi-même, ce qui est extrêmement important. Et donc ça veut dire aussi qu'il produit une historicité. C'est-à-dire qu'en réalité, l'émeute va pas, ou même ces événements-là, ne va pas être que subis, mais va être aussi un élément narratif. Pour moi, le but de Spike Lee, et c'est pour ça qu'il y a ces pastorales-là, c'est remplacer le western. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant, il va falloir que l'histoire de l'Amérique, elle se raconte par d'autres personnes, et je trouve qu'il y arrive. Il arrive à nous placer des personnages dans lesquels on entre. Je trouve qu'il y arrive mieux que Black Panthers, le film de science-fiction, là, plus tard, qui est pour moi le retour à une espèce d'héroïsme infantilisant, et qui est, je trouve, beaucoup plus insultant pour la communauté noire que ce film-là, qui, en représentant assez finement ce qu'elle est,
te dit, nous, on fait partie de l'histoire, et nous, on peut raconter l'histoire d'un point de vue, on peut avoir un rapport esthétique qui va être donc dans la musique. On voit bien le rôle de la musique comme élément narratif de l'histoire. Comment, en fait, les Noirs ont raconté l'histoire américaine par la musique, avec toutes les couches de musique. Tu vois, on entend du blues, du jazz, des pastorales, du rap. Et quelque part, c'est dire, on est parti de l'histoire, donc on est capable de raconter l'histoire à travers des formes qui ne paraissaient pas narratives. Moi, je trouve ça extrêmement important, en fait, que la question de la musique et de la chanson, c'est une revendication d'une production d'une archive américaine. C'est-à-dire, on a déjà raconté l'histoire, mais vous ne le saviez pas, que finalement, toutes ces chansons-là qu'on a accumulées, c'est l'histoire de l'Amérique qu'on a racontée d'un point de vue noir. Donc ça, il le fait assez bien, je trouve. Et moi, je pense, Spike Lee, à cette époque-là, il ouvre, en tout cas, nous, quand on le reçoit en France, mais je crois que c'est aussi le cas aux États-Unis, une possibilité des Noirs de raconter l'Amérique depuis leur point de vue. Et donc ça nous a donné quand même de l'énergie. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on a... Mais ce qui était assez marrant, comme pour le rap à l'époque, parce que c'est exactement le même moment, 87, c'est le fameux concert de Public Enemy à Paris avec NTM en première partie. Moi, c'est la première fois que je les vois, NTM, et je suis venu comme plein de gens voir Public Enemy. Et donc, c'est un moment extrêmement important pour nous, parce que c'est un tournant qu'on doit associer à ce moment-là, en fait, où quelque part, on peut s'auto-représenter, on peut s'auto-imaginer, et Public Enemy a introduit un truc extrêmement important, qui est toute la dimension de la fantaisie dans le rap, c'est-à-dire, on peut aussi nous-mêmes montrer des figures du délire et pas toujours être dans un truc sérieux tout en étant très politique. Donc moi, je pense que c'est un moment important, mais qui est un moment important où la culture va prendre le relais de la politique, et que les Black Panthers avaient réussi à l'époque à faire les deux en même temps. Là, la politique s'effondre, la culture prend la relève, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire un truc politique va s'épuiser, mais la culture va jouer un rôle politique. Et c'est pour ça que la question de la représentation dans le film, elle est essentielle. On perd la représentation politique, nos leaders sont morts, et on se bat pour une représentation de notre image. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Aujourd'hui, on sait que ça a une limite. Mais en tout cas, je trouve qu'il représente bien. C'est-à-dire que ce film est une archive. Et ça, c'est important, je trouve, quand même. Et même un personnage, sa fonction, c'est Radio Raimi. Enfin, genre, littéralement, c'est Fight the Power, c'est juste ça, quoi. C'est du rap. J'avais une question, parce qu'en fait, le titre du film le dit en soi, fait la bonne chose. Quelle est la bonne chose à faire au sein de ce film ? Qu'est-ce qui a été fait ? Et aussi, une autre chose qui m'a frappé au sein du film, c'est le personnage de Radio... qui parle de love and hate et du fait qu'il y a un combat entre l'amour et la haine, mais qu'il présente ce combat en frappant la caméra avec d'abord la haine et ensuite l'amour. Et Spike Lee, enfin Mookie, à la fin du film, quand il jette la poubelle, il crie haine. Pourquoi est-ce qu'il crie haine ? Déjà, tu connais la référence de ce truc-là, en fait ? Non, je la connais pas. C'est La Nuit du chasseur, en fait. Donc, encore une fois, il se retrouve à faire une citation d'un grand film de l'histoire du cinéma américain où, justement, c'est... comment il s'appelle ? Robert Mitchum, qui a ce tatouage Love, Hate. Et donc, il fait de nouveau une réappropriation du cinéma, des monuments du cinéma américain à travers une perspective noire. Et ça, je trouve qu'il y a des citations du cinéma en disant on va rejouer ce love-hate, cette fois-ci-là. Et là, Do the Right Thing, c'est ça, choisi entre l'amour et la haine. Et il dit je choisis la haine. Mais quelque part, là, on a presque un truc un peu fanonien d'une haine musculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le projet politique, c'est la décharge nécessaire de violence. Parce qu'à la fin, moi, je ne trouve pas qu'on se dit... le lendemain, il est là, en fait, le patron de la salle. Il est à la pizzeria. On va reconstruire, on va repartir. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un organisme, la communauté, qui à un moment donné, quelque chose explose, et puis après, elle redémarre. Moi, je ne dirais pas qu'on a perdu politiquement, c'est aussi un organisme qui a besoin, et ça, c'est le concept de Fanon aussi, qui a besoin musculairement de l'émeute presque pour se régénérer, se remettre, se rappeler de ses fondamentaux. Quelque part, il y a une espèce de puissance de vie, paradoxalement, même s'il y a un mort. Bonsoir, merci pour cette soirée. Dans le film, il y a une scène très importante entre le père, entre Sal, le papa qui fait les pizzas et son fils, Pino, c'est ça ? Et ils sont à table. Et j'ai l'impression que cette scène
ça vient parler du concept de délirer le monde. Quand ce garçon, son fils, il lui dit, mais le père lui dit, qu'est-ce que tu as contre les Noirs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On habite dans le quartier. Et j'ai l'impression que ce fils vient raconter sa haine des Noirs. Et cette scène est vraiment importante dans la montée entre la canicule, la chaleur, et cette montée, ce délirer le monde, c'est-à-dire de raconter tout un fantasme sur la figure noire, comme on peut la retrouver aujourd'hui, il me semble. Il y a un parallèle à faire, comment on délire aujourd'hui, ou comment on fantasme sur la figure arabe en France, par exemple, et comment on en parle. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme ça, toutes les deux, ces deux, la chaleur, la canicule et cette dimension du fantasme sont à mettre au même rythme. Et ça vient du coup, ça finit par exploser. Ça finit de toute façon par exploser, quoi. Ben moi, je dirais que j'ajouterais plutôt quelque chose à ce que vous avez dit dans la description. C'est que moi, dès le début, en fait, Pinault, il est dans une haine de classe avant d'être dans une haine raciale. Et donc, c'est là que le film il est politique, en fait. C'est que lui-même, il déteste ce que fait le père, et le père, lui, ne déteste pas ce qu'il fait. Et c'est par sa pratique, son travail, ils disent, ils viennent dans ma pizzeria, que la question de classe se reconstitue au-delà de la question de race. Lorsque Pinault rentre dans la haine de lui-même, donc une haine de classe, haine de ce qu'on est, il la transfère dans une haine de l'autre, et ça, on sait que c'est l'un des fonctionnements du racisme. Là, le père, il dépasse le racisme parce que quelque part, il pose une chose très pragmatique dans la classe. On vit ensemble. Ils viennent dans ma pizzeria. Moi, je fais des pizzas. Ils viennent. Donc, c'est factuel. Ouais, je les nourris. Et ça, pour moi, je pense qu'il se joue de manière assez intelligente, je trouve, chez Spike Lee, une forme de question de classe, mais on voit bien qu'on arrive, on disait que c'est la fin des grands leaders, on est aussi après le moment fort du marxisme noir aux États-Unis. Et donc, on a un moment un peu post-classe, mais où il reste des traces de ça, mais qui ne seraient pas définies comme on est après l'effondrement du monde de l'automobile, on est des moments donnés où il y a eu des alliances de classe entre les Noirs, les Italiens, les Juifs, et qu'on est après ça. Mais il reste dans ce personnage-là, je trouve, une trace d'une espèce de logique de dire on est ensemble parce qu'on a la même vie, en fait. Ce que refuse Pinault, mais il le refuse en donnant de la haine à son père aussi. Tu vois qu'il ne donne pas que de la haine aux Noirs, en fait. Il dit, je ne veux pas balayer, ce boulot me fait chier, ce que tu représentes, ce que tu veux me transmettre, j'en veux pas. Donc ça, je trouve que le film, il est assez fort dans ce qu'il dit, en ne laissant pas la haine raciale complètement séparée d'une haine de classe et d'une haine de soi. Il parle de la honte, d'ailleurs. Pinault le dit. Il dit, quand je retrouve mes amis, j'ai honte, quoi. Bah, c'est l'aspiration de classe, mais on est dans le reaganisme à cette époque-là. C'est comme Thatcher en Angleterre. Là, c'est Reagan qui arrive. Et qu'est-ce que fait Reagan? Il dit aux pauvres Américains blancs, vous devez avoir honte d'être des pauvres, vous devez avoir envie d'être autre chose que des pauvres. Donc c'est aussi ce message-là qui traverse les années 80, qui est un message de destruction de la conscience de classe américaine. Et ça, je trouve que ce personnage-là, il est très beau pour ça. Moi, je trouve que ça, de toute façon, c'est un très, très beau personnage. Et c'est là que Spike Lee a du talent, en fait. Parce que nous le faire aimer, c'est nous mettre dans une contradiction. Moi, j'ai une question par rapport au moment où, quand le personnage principal, quand Mookie demande au fils de Pinault qu'est-ce que tu penses de Michael Jordan, tes figures préférées, et qui dit ils sont plus, en fait moi je les vois comme plus que des nègres, je les vois comme des blancs. J'avoue, ça m'a vraiment frappé ça, et je trouve ça intéressant aussi que vous aviez dit justement que quand Do the Right Thing est sorti, que c'était les blancs justement qui appréciaient cette œuvre-là. Je suis encore en train de réfléchir, mais en fait, je pense que ma question, c'est à quel moment, quel est le moment où on bascule, où en fait, justement, on peut faire quelque chose qui nous échappe et où finalement, sans le vouloir, d'autres personnes nous voient plus comme noirs, mais c'est... Je sais pas, je crois que je suis encore en train de réfléchir et de voir quelle est la réaction que vous avez par rapport juste à ça. Je pense que la position de Spike Lee sur ces questions-là, c'est de dire
au-delà même de la question raciale, c'est de dire, je pense que c'est une question de... Il pose dans son cinéma une question de positionnalité. C'est-à-dire, on va vivre des choses en commun, mais on ne va pas tous les vivre de la même manière et tous les raconter de la même manière. Et lui, il dit, c'est comme, on pourrait dire, un supplément au roman national. Lui, il dit, l'histoire de l'Amérique, il manque le point de vue des Noirs, quoi. Mais en fait, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en gros, il ne dit pas qu'il y a une autre histoire. Il dit en fait qu'il y a... Nous, on ne l'a jamais raconté avec notre sensibilité. Donc, quelque part, ce n'est pas un film pour les Noirs, mais c'est aussi un film pour les Irlandais, c'est un film pour les Italiens, en disant, les Italiens, nous, on a le droit de parler de vous comme des personnages dans nos films. On a le droit de mettre des Irlandais dans nos films. On a le droit de mettre, tu vois ce que je veux dire, des Asiatiques dans nos films. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, personne ne s'est rendu compte que le cinéma, la suprématie blanche racontait pour tout le monde, dans ce moment universel, l'histoire de tout le monde. Et ben là, il refait un truc qui est pour moi, pour le coup, une vraie perspective universaliste que moi je défends. C'est la question de se dire qu'il faut qu'on ait différents points de vue. Et dans cette différence-là, il y a paradoxalement un commun. Moi, je vois du film de Spike Lee, un film raconté par un noir, donc avec une sensibilité noire, mais qui parle de tout le monde. Alors qu'on est plutôt habitué à ce que, quand on parle de tout le monde, c'est plutôt les Blancs qui racontent. Et donc, c'est ça qui vient rompre. Mais c'est un film sur tout le monde. Moi, je trouve que ces personnages italiens sont très beaux. Tu vois, même les deux frères, ils créent deux sensibilités différentes. Le père, c'est différent. Donc, je trouve qu'il est soigneux pour chacune des choses qui apparaissent. Pourtant, il parle depuis la communauté noire. Tu vas voir son narrateur, ce disjockey qui raconte, est quand même le méta-narrateur d'une longue histoire noire, etc. Donc il tient à ce que dans la communauté, on soit touché. Mais je pense qu'il veut aussi dire, c'est le point de vue noir qui ne veut pas dire qu'on ne parle que des Noirs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la confusion qu'il y a quand on parle d'une perspective non blanche, c'est qu'on a l'impression qu'on est incapable de parler de toute la société, blanc compris, alors que c'est ça le but, c'est de dire, nous aussi on peut raconter, parce qu'on vit la même chose, on l'a vécu ensemble, l'histoire. Et donc ça, je trouve que ce qu'il amène est une part de l'universalisme, en fait, c'est-à-dire la possibilité à chacun de raconter des choses. Take him down! Come on! Get it up! Get his arm! Get his arm! Gary, that's enough! Gary, that's enough, man! Gary, that's enough! Shut the fuck up! Radio Rahim! Radio Rahim! No! Radio Rahim! Radio Rahim! Get the fuck out there, Dave! Get up, asshole! Keep faking it! Get up, asshole! Get up!